Dans les rues animées de Paris, au cœur du quartier du Marais, la boutique de luxe Éclat d'Or brillait sous les lumières vives de l'après-midi. Sophie Laurent, une femme de 32 ans aux cheveux noirs courts et aux yeux verts perçants, entra avec assurance, son manteau chic flottant derrière elle. Elle cherchait un cadeau pour sa compagne, mais l'atmosphère tendue du magasin la frappa immédiatement. Le gérant, un homme d'une quarantaine d'années nommé Pierre Duval, observait les clients avec un regard suspicieux. Quand Sophie s'approcha d'une vitrine de bijoux, tenant la main d'une amie qui l'accompagnait brièvement, Pierre s'avança avec un air réprobateur. « Madame, ce n'est pas un endroit pour des démonstrations inappropriées, lança-t-il d'une voix forte, attirant les regards des autres clients. Sophie, surprise, lâcha la main de son amie et répondit calmement, « Je ne faisais rien de mal. Je regarde simplement. » Mais Pierre, emporté par ses préjugés, éleva la voix. « Votre comportement est indécent. Sortez immédiatement. » Les murmures s'intensifièrent autour d'eux. Sophie, sentant la colère monter, répliqua, « Vous n'avez pas le droit de me juger pour qui je suis. » C'est alors que Pierre, dans un geste impulsif, leva la main et gifla Sophie devant tout le monde. Le choc résonna dans le silence soudain. Sophie porta la main à sa joue, les yeux emplis de fureur contenue. Ce que Pierre ignorait, c'était que Sophie n'était pas une simple cliente, elle était la propriétaire discrète de la chaîne entière d'Éclat d'Or, ayant hérité de l'empire familial sous un nom d'emprunt pour tester ses employés. Le scandale éclata instantanément. Les clients sortirent leur téléphone, filmant la scène qui se propagea sur les réseaux sociaux en quelques minutes. Sophie, encore sous le choc, quitta le magasin sans un mot. Mais son esprit bouillonnait. De retour chez elle, dans son appartement haussmannien surplombant la Seine, elle appela son avocate. « Je veux qu'il soit licencié sur le champ, dit-elle d'une voix tremblante. Mais au-delà de la vengeance, une douleur plus profonde la rongeait, cette gifle n'était pas seulement physique. Elle ravivait les blessures d'une vie marquée par le rejet. Sophie avait grandi dans une famille conservatrice de Provence, où son orientation sexuelle avait été un secret étouffant. À 18 ans, elle avait fui pour Paris, construisant son empire dans l'ombre, masquant son identité pour éviter les jugements. Sa relation avec Élise, une artiste de 30 ans aux cheveux châtains ondulés et au sourire contagieux, était son havre de paix. Élise, qui peignait des toiles abstraites dans leur atelier partagé, l'accueillit ce soir-là avec inquiétude. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en voyant la marque rouge sur la joue de Sophie. Assise sur le balcon, Sophie raconta l'incident, les larmes aux yeux. « C'est comme si le monde entier me rappelait que je ne suis pas normale. » Élise la serra dans ses bras. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Elle avait elle-même subi des discriminations en tant qu'artiste openly lesbienne, perdant des expositions à cause de son orientation. « On ne peut pas laisser passer ça, » murmura-t-elle. Pourtant, Sophie hésitait. Licencier Pierre signifierait révéler son identité, exposant sa vie privée aux médias. Était-ce le prix à payer pour la justice? Le lendemain, les journaux en parlaient déjà, gifle homophobe dans une boutique de luxe. Pierre, paniqué, contacta ses supérieurs, ignorant toujours la vérité. Chez Éclat d'Or, le conseil d'administration s'agita. Sophie, en tant que propriétaire anonyme,
observa de loin. Elle décida d'assister à une réunion incognito, déguisée en consultante. Là, elle vit Pierre se défendre, elle provoquait avec son comportement. Les mots la transpercèrent comme des couteaux. Élise, de son côté, encouragea Sophie à agir. Si tu ne fais rien, d'autres souffriront. Mais Sophie craignait les répercussions sur leur relation. Leur amour, né il y a 5 ans lors d'une exposition d'art, avait survécu à bien des tempêtes. Mais une exposition publique pourrait tout briser. La famille d'Élise, libérale, la soutenait, mais celle de Sophie, toujours distante, risquait de la renier définitivement. Au fil des jours, la pression monta. Sophie reçut des messages de soutien anonymes, mais aussi des menaces. Elle se surprit à douter, avait-elle provoqué l'incident en tenant la main de son ami? Non. Se reprit-elle. C'était l'intolérance de Pierre. Pourtant, le doute s'insinuait, érodant sa confiance. Pierre, quant à lui, menaça de poursuivre la boutique pour diffamation. Ignorant qu'il creusait sa propre tombe, il contacta un journaliste pour donner sa version, c'était une agression verbale de sa part. Sophie, en lisant l'article, sentit la rage l'envahir. Elle décida alors de révéler la vérité lors d'une conférence de presse. Mais avant, elle confronta Élise sur leur peur commune. « Et si ça nous sépare ?» demanda-t-elle. Élise répondit, « Ça nous renforcera. » La révélation approchait. Et avec elle, un tourbillon d'émotions. Sophie se prépara à payer le prix de sa visibilité. La conférence de presse eut lieu dans un hôtel chic du centre de Paris. Sophie, vêtue d'un tailleur impeccable, monta sur l'estrade sous les flashs des photographes. « Je suis Sophie Laurent, la propriétaire d'Éclat d'Or », déclara-t-elle d'une voix ferme. La salle explosa en murmures. Pierre, présent par hasard en tant qu'employé convoqué, blêmit. L'incident n'était pas seulement une gifle, c'était un acte de discrimination basé sur mon orientation sexuelle. Les médias s'emparèrent de l'histoire. Titres comme « La patronne lesbienne giflée par son employé » firent la une. Sophie devint un symbole involontaire de la lutte LGBT en France. Mais le prix fut immédiat, sa famille, apprenant la nouvelle, coupa tout contact. Sa mère, une femme pieuse de 60 ans, envoya un message laconique, « Tu nous fais honte ». Sophie pleura des heures. Élise à ses côtés, impuissante. Pierre fut licencié sur le champ, avec une indemnité minimale. Humilié, il jura vengeance. Il contacta des associations conservatrices, affirmant que Sophie avait monté l'affaire pour promouvoir l'agenda gay. Des manifestations s'organisèrent devant les boutiques Éclat d'Or, scandant des slogans homophobes. Les ventes chutèrent de 20% en une semaine. Élise, voyant Sophie s'effondrer, proposa une pause dans leur relation. « Peut-être que c'est trop pour toi en ce moment. » Sophie refusa. Mais le doute grandit. Leur intimité se fissura, les nuits devinrent silencieuses, hantées par les appels anonymes. Sophie engagea un garde du corps, craignant pour leur sécurité. Au travail, Sophie affronta le conseil d'administration. Certains membres, conservateurs, suggérèrent qu'elle se retire pour apaiser les tensions. « Votre vie privée affecte l'image de la marque », dirent-ils.
Sophie riposta, c'est précisément pour ça que je reste. Mais intérieurement, elle questionnait ses choix. Avait-elle sacrifié son anonymat pour rien? Pierre, de son côté, trouva un allié inattendu, un ancien employé d'Éclat d'Or, jaloux de Sophie. Ensemble, ils fouillèrent son passé, découvrant des photos d'elle et Élise à une Pride. Ils les publièrent en ligne, déclenchant une vague de harcèlement. Élise, exposée, perdit un contrat d'exposition. C'est ma faute, murmura Sophie. Élise, blessée, répliqua, non. C'est la leur. Mais on doit être plus forte. La tension culmina lors d'un dîner chez des amis. Un couple hétéro leur posa des questions intrusives. Comment gérez-vous la pression sociale? Sophie explosa, en luttant. Mais rentrant chez elle, elle confia à Élise, je me sens piégée par mon propre combat. Les semaines suivantes, Sophie lança une campagne pro-LGBT pour Éclat d'Or, sponsorisant des événements. Cela attira de nouveaux clients progressistes, mais aliéna les traditionnels. Les chiffres remontèrent lentement, mais le coût personnel était élevé. Élise commença à douter de leur futur, et si on ne survit pas à ça? Pierre, ruiné, tenta une ultime manœuvre, une plainte pour licenciement abusif, arguant que Sophie avait caché son identité. Le procès s'annonça, forçant Sophie à revivre l'incident. Elle témoigna. Voix tremblante, cette gifle était plus qu'une agression, c'était le rejet de qui je suis. Élise soutint Sophie au tribunal. Mais une révélation choqua tout le monde, Pierre avait un passé d'homophobie documenté. Avec des posts en ligne. Sa crédibilité s'effondra. Pourtant, la victoire fut amère. Sophie gagna, mais perdit des amis qui la voyaient désormais comme une militante extrême. De retour à la maison, Sophie et Élise s'assirent pour une discussion cruciale. Avons-nous fait le bon choix? Demanda Sophie. Élise répondit, oui. Mais à quel prix? Leur relation, autrefois idyllique, portait maintenant les cicatrices de la bataille. La société française, divisée, débattit de l'affaire. Sophie devint une icône, mais isolée. Elle se demanda si la visibilité valait la solitude. Les mois suivants furent un tourbillon. Sophie, propulsée sur la scène publique, accepta des interviews. Dans un talk-show populaire, elle parla de son coming out forcé, je n'ai pas choisi ce combat. Mais je l'assume. Les applaudissements résonnèrent. Mais en coulisses, elle s'effondra. Élise, présente, la réconforta, tu es courageuse. Pourtant, Élise cachait sa propre souffrance, ses toiles restaient invendues. Stigmatisée par l'association avec l'affaire. La famille de Sophie tenta une réconciliation hypocrite. Son frère aîné, un avocat de 40 ans, appela, maman veut te voir. Mais sans Élise. Sophie refusa, c'est tout ou rien. Ce rejet raviva des souvenirs d'enfance, les messes dominicales où on lui enseignait que l'homosexualité était un péché. Elle se surprit à prier. Non pour le pardon, mais pour la force. Pierre, après sa défaite au tribunal, disparut des radars. Mais son ombre plana, des rumeurs circulaient qu'il préparait un livre explosif. Sophie engagea un détective privé, découvrant que Pierre avait rejoint un groupe extrémiste. La peur s'installa, elles changèrent les serrures de l'appartement.
Élise. Sous pression. Commis une erreur. Lors d'une soirée arrosée avec des amis, elle confia ses doutes, parfois. Je me demande si Sophie n'a pas exagéré. Les mots, rapportés par un traître, arrivèrent aux oreilles de Sophie. La confrontation fut déchirante. Tu me trahis, cria Sophie. Élise pleura, je suis fatiguée de cette vie sous les projecteurs. Elles passèrent la nuit séparées. Pour la première fois en années. Le lendemain, Sophie affronta une crise au travail, un employé, inspiré par Pierre, refusa de servir un couple lesbien. Elle le licencia. Mais cela déclencha une grève interne. Vous imposez vos vues, accusèrent-ils. Sophie négocia. Mais céda sur certains points, se sentant compromise. Était-ce une trahison de ses principes? Élise, rongée par la culpabilité, décida de partir pour un atelier d'art en Provence. J'ai besoin d'espace, dit-elle. Sophie, dévastée, acquiesça, vas-y. Si ça nous sauve. L'absence d'Élise amplifia la solitude de Sophie. Elle se tourna vers une thérapeute, explorant ses traumas, l'abandon parental, la peur du rejet social. Pendant ce temps, la société évoluait. L'affaire inspira une loi renforçant les protections contre la discrimination au travail. Sophie fut invitée à l'Assemblée nationale pour témoigner. Chaque choix a un prix, déclara-t-elle. Mais le silence en coûte plus. Les députés applaudirent. Mais Sophie pensa à Élise. Absente. À son retour, Élise trouva Sophie changée, plus résiliente, mais distante. Elles tentèrent de recoller les morceaux lors d'un week-end à la campagne. Assise près d'un feu, Élise avoua, j'ai eu peur de te perdre à cause de tout ça. Sophie répondit, moi aussi. Mais on a choisi de se battre ensemble. Pourtant, une nouvelle trahison surgit. Un proche de la famille de Sophie vendit des détails intimes à la presse, leur première rencontre, leur dispute. Le tabloïd titra, la romance cachée de la patronne lesbienne. Élise, furieuse, accusa Sophie, ta famille nous détruit. Sophie, blessée, riposta, c'est la société qui nous force à nous cacher. La dispute escalada, menant à une séparation temporaire. Sophie déménagea dans un hôtel, réfléchissant à ses choix. Avait-elle sacrifié son amour pour la justice? Élise, seule dans l'atelier, peignit une toile sombre, symbolisant leur fracture. Les amis intervinrent, organisant une médiation. Vous vous aimez. Ne laissez pas le monde gagner, dirent-ils. Sophie et Élise se retrouvèrent, larmes aux yeux. Pardonne-moi, murmura Élise. Sophie répondit, seulement si on affronte ça uni. La réconciliation fut fragile, mais réelle. Elles décidèrent de s'engager publiquement, une interview commune sur leur relation. L'amour n'a pas de genre, affirmèrent-elles. La réponse fut mixte, soutien massif, mais aussi haine. Sophie, forte de cette union, confronta sa famille. Lors d'une visite surprise en Provence, elle fascine sa mère, accepte-moi ou perds-moi. La mère, émue, céda partiellement, je t'aime. Mais c'est dur. C'était un début. Pourtant, le prix persistait, leur vie privée érodée. Leur relation testée à l'extrême. Avec le temps,
Sophie et Élise reconstruisirent leur vie. Éclat d'or rebondit, devenant une marque inclusive avec une ligne LGBT friendly. Les ventes explosèrent, attirant une clientèle diverse. Sophie, nommée femme d'affaires de l'année, prononça un discours, le changement naît du courage. Mais en privé, elle luttait contre l'anxiété. Pierre réapparut, publiant son livre, victime d'une machination lesbienne. Il calomnia Sophie, l'accusant de manipulation. Les ventes furent modestes, mais cela raviva les blessures. Sophie poursuivit pour diffamation, gagnant encore. Pierre, brisé, émigra. Élise, inspirée, organisa une exposition sur les thèmes LGBT. Ses toiles, vendues à prix d'or, la propulsaient. Mais le succès apporta la jalousie, une rivale artiste répandit des rumeurs d'infidélité. Élise nia. Mais Sophie douta. Est-ce vrai, demanda-t-elle. Élise, offensée, comment peux-tu croire ça après tout? La confiance se fissura à nouveau. Lors d'une thérapie de couple, elles explorèrent leur peur. La société nous a conditionnés à douter, dit la thérapeute. Sophie admit, j'ai peur que tu me quittes pour quelqu'un de normal, point. Élise répondit, toi seul est mon normal. Un événement inattendu les unit, l'adoption. Elles décidèrent d'adopter une enfant. Mais les obstacles légaux pour les couples lesbiens en France les frustrèrent. C'est discriminatoire, ragea Sophie. Elles luttèrent, engageant des avocats, devenant porte-parole pour les droits parentaux LGBT. Pendant ce temps, la mère de Sophie mourut subitement. Aux funérailles, la famille l'accueillit froidement. Son frère murmura, elle t'aimait. Malgré tout. Sophie pleura, regrettant les années perdues. Élise la soutint, tu as fait ce qu'il fallait. Le processus d'adoption avança lentement, testant leur patience. Une assistante sociale questionna, votre mode de vie est-il stable? Sophie riposta, plus que bien des familles hétéros. Elles gagnèrent, accueillant une petite fille de 5 ans nommée Lila. Lila apporta joie, mais aussi défi. À l'école, des parents murmurèrent, de maman? Lila rentra en pleurs un jour, ils disent que c'est bizarre. Sophie et Élise la consolèrent, mais intérieurement, elle rageait contre la société. Un scandale éclata, un tabloïd publia des photos volées de leur famille. La patronne lesbienne impose son agenda aux enfants. Les menaces reprirent. Sophie renforça la sécurité. Mais Élise craqua, est-ce la vie qu'on veut pour Lila? Elles débattirent, abandonner la visibilité ou persévérer? Elles choisirent la persévérance, organisant une conférence sur la parentalité LGBT. Nos enfants méritent l'égalité, déclarèrent-elles. Le soutien afflua. Mais un incident choquant survint, un manifestant anti-LGBT attaqua leur voiture. Heureusement, personne ne fut blessé. Mais la peur s'installa. Sophie confronta ses démons, ai-je mis ma famille en danger? Élise répondit, non. C'est l'intolérance qui est dangereuse. Elles décidèrent de déménager en banlieue. Pour plus de calme. Avec Lila, leur relation s'approfondit. Les nuits à lire des histoires renforcèrent leurs liens. Pourtant, les cicatrices persistaient, des disputes sur l'éducation, influencées par leur trauma. Un jour, Pierre contacta Sophie anonymement, je regrette. Elle ignora.
Mais cela la fit réfléchir. Le pardon était-il possible? La vie continua. Avec ses hauts et bas. Sophie et Élise, unies par l'adversité, devinrent un modèle. Mais le prix payé était immense, perte d'intimité, blessures émotionnelles. Des années passèrent. Lila grandit en une adolescente confiante, fière de ses deux mères. À 15 ans, elle participa à une Pride avec elle, scandant des slogans. Sophie, maintenant quarantaine avancée, regardait avec émotion, c'est pour ça qu'on s'est battu. Éclat d'or prospéra, devenant un empire international. Sophie céda la direction à une successeur progressiste, se retirant pour se consacrer à l'activisme. Élise, reconnue mondialement, exposa à la Tate moderne. Leur relation, testée par le feu, était plus solide que jamais. Pourtant, des ombres subsistaient. La famille de Sophie ne se réconcilia jamais pleinement, son frère resta distant. Élise perdit des amis conservateurs. Et Lila affronta du harcèlement scolaire, apprenant à se défendre. Un documentaire sur leur vie sortit, intitulé « Gifle pour la liberté ». Il relatait l'incident initial, les batailles, les victoires. Sophie y confia, chaque décision a eu un coût. Mais je ne regrette rien. Élise ajouta, l'amour triomphe. Mais pas sans sacrifice. Pierre, vieilli et repentant, envoya une lettre, j'ai changé. Pardonnez-moi. Sophie répondit, le pardon est personnel. Mais vos actions ont blessé. Il disparut définitivement. Dans leur maison en Normandie, Sophie et Élise réfléchissaient à leur parcours. Avons-nous gagné? Demanda Sophie. Élise sourit, oui. Car nous sommes toujours ensemble. Lila, écoutant, posa une question, était-ce juste de tout risquer? Sophie répondit, la justice n'est pas gratuite. La société avait évolué, mariage gai renforcé, adoption facilitée. Mais les préjugés persistaient. Sophie et Élise continuèrent à lutter, inspirant d'autres. À la fin, assis sur la plage, elles regardèrent le soleil se coucher. Leur histoire, un témoignage de résilience, posait une question éternelle, la visibilité personnelle vaut-elle les sacrifices imposés par une société intolérante?